Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Mavericks Media. Aujourd'hui, je vais répondre à 5 de vos questions les plus brûlantes sur le référencement naturel qui sont issues soit des messages que je reçois sur LinkedIn, soit sur notre communauté Mavericks. La communauté Mavericks, c'est la communauté qui te permet de délivrer beaucoup plus de valeur à tes clients. Alors si tu souhaites nous rejoindre, le lien est dans la description. Et on se retrouve tout de suite avec Maxence van der Solmen, CEO de Make Sense for Digital, pour la première question. Bonjour Maxence. Hello Alexia, est-ce que tu es prête à répondre à cet interrogatoire sur le référencement naturel? Tout à fait. On commence avec la première question. C'est quoi les facteurs principaux du SEO? Alors, derrière cette question-là, moi je dis pas un facteur, je dis plutôt un pilier. Ça permet comme ça de bien recatégoriser après ces optimisations à mener derrière. Donc pour moi, il y a 3 piliers au SEO qui sont la technique, le contenu et la popularité. En fait, ce qu'il faut comprendre ici et ce qui est primordial, c'est de savoir que le SEO, ça fonctionne comme une maison. Dans un premier temps, on va fonder les bases. Donc on va mettre les fondations qui là, pour le coup, ça va être la technique. Ce qui entend derrière la technique, c'est par exemple la vitesse de chargement de ton site, un peu l'expérience que tu en as sur ton mobile, sur ton ordinateur. Et aussi, derrière, c'est ton site web. Donc notamment toutes les parties de code et d'optimisation avec les balises et les contenus, vraiment le code HTML là pour le coup. Donc ça, c'est le premier. Et une fois que tu as posé les fondations de ta maison, c'est par la suite que tu vas poser tes murs. Les murs, ça va être le contenu. Le contenu, donc très clairement, on a tendance aussi à vulgariser et dire que ça ne concerne que la partie blog. C'est vrai que c'est une grande partie d'optimisation, mais il y a aussi l'optimisation de ton contenu sur tes pages produits et tes pages catégories, en tout cas quand on est dans un e-commerce. Et enfin, tu vas poser le toit, ce qui va t'abriter. Donc c'est pareil, encore une fois, on pose d'abord les fondations, ensuite on met les murs, et c'est seulement après qu'on pose le toit. On fait pas ça à l'envers, sinon la maison ne va ressembler strictement à rien. Et donc ça va être la popularité. Ce qu'on entend par popularité, c'est combien de domaines qui ne sont pas le tien vont renvoyer sur leur propre site vers un lien de ton site. Je prends un exemple, t'es une influenceuse sur du contenu d'enfants. Et par exemple, tu travailles pour une marque textile pour enfants. Et donc en fait, cette influenceuse enfant va faire un lien vers ton site parce que tes produits sont trop bien, elle les a achetés, elle écrit un petit article et elle vante les mérites de tes produits. Et donc elle va faire un lien vers ton site. C'est ce qu'on appelle la popularité. Et c'est un petit peu, là pour le coup, vraiment un peu comme au collège, comme au lycée. C'est que tu as des personnes de forte influence qui vont parler de toi et donc ça va t'amener une meilleure influence. Et t'as les personnes beaucoup moins fréquentables qui vont parler de toi. Et généralement, ça, c'est pour le coup, c'est moins ce qu'on aime. Et ça va plutôt te porter vers le bas. Mais petit à petit, en fait, il faut un peu parler à tout le monde. Tu vas commencer par parler un petit peu aux premières personnes. Après, tu vas commencer à monter dans le niveau d'influence. Et tu vas gagner ta propre influence. Pour résumer, les piliers du SEO sont donc la technique, le contenu et la popularité. Ok, et on peut pas dire je mise tout sur la technique et je fais pas de contenu, ou je fais que du contenu et je m'occupe pas du reste. C'est un ensemble, comme tu dis, avec la métaphore de la maison que j'aime beaucoup, avec le bon équilibre technique, contenu et notoriété. Ouais, c'est ça, c'est que vraiment, donc tu mets quand même au début les efforts sur ton site et une fois que tu as une base assez saine, là tu vas commencer à construire ton contenu et de toute façon c'est un peu le tout qui s'embraye parce que si t'as pas un bon site, ne serait-ce que si t'as pas de page de blog, tu peux pas écrire du contenu. Et on va pas faire des liens vers toi si t'écris pas de contenu non plus. Donc pour le coup c'est assez linéaire dans la façon dont ça s'optimise aussi et c'est ultra pertinent de le faire comme ça de toute façon. Et alors justement pour la prochaine question, parce que le toit de ta maison c'est l'autorité, c'est la notoriété, c'est les autres personnes, les autres sites qui vont renvoyer vers ton site, donc ce qu'on appelle des backlinks, donc des liens retour. Est-ce que ça s'achète des backlinks? Et double question, est-ce qu'il faut en acheter? Alors du coup, moi je commence toujours par recommander déjà de voir sa technique, voir son contenu et seulement après de réfléchir au backlink. Pour autant, c'est vrai que les backlinks, c'est quand même un des éléments qui va vite te faire gagner en termes de positionnement et donc faire optimiser ton SEO. Ça, on peut pas le dénier. Ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement,
tu n'as pas le droit d'acheter des backlinks par Google. Google, c'est une des pratiques qu'il ne veut absolument pas. Et donc ça, faut quand même le savoir. Dans la pratique, beaucoup de personnes aujourd'hui continuent d'acheter des backlinks, mais c'est plutôt aussi un choix. Donc la manière d'avoir des backlinks, il y a deux façons. Soit tu achètes des liens, soit tu attends naturellement que les gens le font parce que tu as développé toute ta notoriété de manière naturelle dans tous tes autres canaux marketing, donc les gens vont parler naturellement de toi. En réalité, ça prend quand même énormément de temps et c'est pour ça qu'on a tendance à acheter des backlinks. Faut par contre être extrêmement vigilant sur les backlinks que tu achètes parce que en fait, tu as toi un score entre 0 et 100. Et donc si ton score il est à 80 et que tu achètes un lien d'un site où lui son score c'est 20, bah, il te pénalise et il va pas te valoriser. Alors qu'à l'inverse, s'il est en autorité de domaine, un score qui est plus haut que le tien, donc par exemple dans mon exemple s'il a 90 ou 100, et que toi t'avais que 80 entre guillemets, tu vas monter en autorité et on va se dire waouh, si ça c'est un gros site qui parle de lui, c'est que lui il est vraiment bien. Donc il faut le construire petit à petit, il faut pas non plus du jour au lendemain, si toi t'as un score de 20, acheter des sites à 80, il faut vraiment temporaliser et amener ça petit à petit. Et c'est surtout que quand toi tu montes, tu vas faire aussi attention à ce que tu avais acheté et ce que tu avais reçu initialement. Il faut aussi faire attention parce que des fois t'as tendance à te dire ah bah c'est trop bien, j'ai des liens, et en fait ils te mettent une petite balise nofollow. Et là, il faut savoir que leur site, en fait, ils t'amènent rien du tout. On appelle ça du jus SEO. Il n'y a rien qui va se générer au sein de... si tu as la petite balise nofollow. Et après, c'est aussi quelque chose que ça a monitoré dans le temps. Parce que tu as acheté un lien, mais est-ce que ton lien, tu es sûr que dans 6 mois, tu l'auras encore? Est-ce que dans 3 ans, tu es sûr que tu l'auras encore? Et est-ce que finalement, ça va pas être un lien plutôt douteux? Il y a quand même énormément de suivi à faire sur le backlink. Ce que je recommande, moi, du coup, c'est de se faire soit accompagner quand on ne s'y connaît pas, soit vraiment de se renseigner sur des sites qui proposent des liens vraiment de qualité pour que ça ne finisse pas par desservir. Et on dit que le SEO, ça a tendance à être gratuit. Ces liens, si tu les achètes, donc il y a un prix aussi en conséquence à venir amener. C'est pas quelque chose d'anodin non plus et qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un budget derrière ça aussi à tout simplement monétiser. Ouais, c'est vrai que quand tu mentionnes la durée de vie du lien, c'est intéressant. Nous, on avait eu le cas à l'agence où il y avait un client qui avait acheté plein de liens pour pas cher, genre sur un Fiverr ou autre. Je crois que c'était genre au moins 50 liens pour genre 30 €, ce qui est pas du tout le prix normal du marché. Et en fait, 6 mois après, nous, on récupère le compte de l'ancienne agence et la plupart des liens, parce qu'il nous dit aussi, j'en avais acheté plein et tout, ils en mettaient genre 50 par mois. En fait, il t'en restait plus qu'une vingtaine, parce que tout avait sauté. Et en fait, quand tu regardais même ceux qui restaient, c'était sur des forums un peu obscurs, qui avaient certes un très bon score. Tu avais des forums avec une autorité de domaine à plus de 80, etc. Donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais les liens allaient sauter dans tous les cas. Donc ce qu'on regarde quand on achète un lien, c'est aussi pendant combien de temps la personne qui va héberger le lien s'engage à ce qu'il soit actif. Donc ça, c'est intéressant de passer par des plateformes spécifiques là-dessus qui vont vérifier ça, ou d'avoir des contrats si c'est en direct avec les sites web, carrément. Si on revient vite fait sur la technique, il y a un des points de la technique, c'est sur la lisibilité, la propreté du code, etc. etc. Un élément qui revient souvent, c'est à quel point c'est impactant la notion de vitesse du site quand on parle de SEO. Alors c'est quelque chose qui a tendance à être minimisé par beaucoup finalement, parce que très généralement, c'est un peu l'équipe marketing qui va arriver avec ce sujet-là de la vitesse de chargement. Il faut que cette dernière, elle soit optimisée. Un marketeur n'est pas un développeur, donc tu vas te renseigner auprès de l'équipe IT, voire même d'une agence ou d'un autre prestataire, et c'est souvent des choses qui sont difficiles à optimiser. Je parle pas là d'un site où il y a 10 pages sur le site qui fait pas de e-commerce. Quand on a quand même une certaine volumétrie de produits en conséquence, déjà quelque chose qui tourne depuis un moment et des articles de blog, enfin un site qui en nombre de pages est assez conséquent, la vitesse de chargement, c'est un élément vraiment tendancieux et litigieux à traiter. C'est aussi parce que souvent, la façon dont on fait la chose, c'est que, moi je le vois dans les comptes qu'on a audités, c'est des personnes qui venaient juste de refaire leur site. Et très souvent, en fait, c'est des sites qui sont faits par des personnes qui ont peut-être un manque de connaissances en termes de SEO, ou aussi qui font ce qu'ils peuvent en fonction du besoin client. Ça, je ne veux pas remettre la responsabilité sur qui que ce soit.
on leur a demandé un site, ils ont délivré un site en conséquence. Donc souvent, la prestation, elle est déjà achetée. Et toi, tu dois te, entre guillemets, débrouiller avec le site en état. Tu sais qu'il ne changera pas parce qu'il vient d'être fait. Et tu dois aller optimiser. Et très souvent, la vitesse de chargement, elle a tendance à pêcher. Encore une fois, il y a plein de bonnes pratiques déjà. Le fait de ne pas mettre trop de plugins et de petits modules et de petits widgets au sein de son site, par exemple WordPress. Simplifier aussi un peu le code. Il y a des codes qui sont aussi beaucoup plus lourds que d'autres dans la manière de coder. Il y a des choses quand même à venir travailler et optimiser. Et un des éléments dont on ne fait pas aussi suffisamment la distinction, c'est la différence entre ton temps de chargement ordinateur, qui est souvent globalement correct, et la vitesse de chargement de ta version mobile. Et là, c'est beaucoup plus tendancieux parce que très souvent, les versions mobiles, elles sont très lentes et plutôt mises en rouge ou en orange quand on regarde la page Search Insight, la page Insight de Google, qui est tout simplement l'outil qui va te permettre de savoir si ton site il charge plus ou moins bien et quelles sont les choses que tu peux optimiser à l'intérieur. Et là, pour le coup, ce qui est assez dramatique, c'est que la version mobile, elle a été fortement priorisée lors des... maintenant, la core update, elle commence à remonter. Mais c'est un des éléments qui a énormément changé là il y a quelques années via les core updates. Donc si vous ne le savez pas, en fait Google il va sortir des petites mises à jour et après il va sortir des grosses mises à jour de temps en temps. On appelle ça une core update, qui pour le coup est littéralement une grosse mise à jour. C'est assez plutôt bien résumé, assez simple dans le nom à comprendre. Et donc aujourd'hui, la version mobile, que ce soit en vitesse, en termes d'expérience sur la page, d'interface, c'est énormément priorisé versus une version ordinateur. Alors je dirais que la vitesse de chargement, c'est l'un des éléments les plus essentiels à venir chercher en termes d'optimisation de technique. Et c'est même la première chose à prendre en main finalement, plutôt que de mettre réoptimiser une H1 ou une métadescription ou un autre paramètre. C'est vraiment s'atteler sur la vitesse de son site quand on peut encore le faire, encore une fois. Et donc ça, pour ça, on peut tout simplement se renseigner un peu plus en détail en briefant. Et peut-être si on sait déjà qu'on va demander à un premier prestataire de faire un site, puis une agence SEO, tout simplement les mettre en contact pour qu'elles collaborent ensemble et d'avoir le meilleur résultat. Et ce qui reprend aussi un élément qui va souvent arriver et pour montrer à quel point il est critique, c'est ce qu'on appelle la dette technique. C'est à quel point ce que tu viens, donc là par exemple ton site, dans combien de temps finalement il va finir totalement obsolète. Et généralement quand on a des sites sur lesquels la vitesse de chargement et la technique elle pêche vraiment, ils ont une dette technique vraiment vraiment courte. Et moi je renomme même la dette technique la dead technique quand c'est ce genre de sujet, parce qu'on se rend compte que le site il va très vite être totalement mort et il va falloir en refaire un de toute façon. Ok, très clair. Si on monte un peu au niveau des murs de la maison, donc on vient de reposer les fondations assez solidement, une question qui revient souvent en SEO, c'est admettons j'ai un blog, à quelle fréquence est-ce que je dois publier dessus ? Alors là, déjà, moi je dirais que ça va dépendre de tes ressources. Ok, il y a l'IA, ok, il y a ChatGPT, ok, on sait tous qu'il y a plein d'articles qui sont écrits via l'IA et via ChatGPT, ça dépanne sur le coup, mais le contenu, il est quand même fait pour les humains. Et c'est aussi là le plus important. Donc je dirais que ça va dépendre de tes ressources en interne déjà à produire du contenu, à quel point elles sont formées aussi, parce que c'est pas parce que tu sais écrire que tu sais écrire de manière optimisée pour du SEO. Ça, il y a vraiment une formation, je pense, il faut vraiment être sensibilisé sur le sujet du SEO, parce que écrire est une chose, écrire pour le SEO de façon à ce que ce soit optimisé pour le SEO, c'est vraiment différent. Donc il y a déjà ce point-là à prendre en compte, et si t'as pas les ressources en interne en conséquence, je vais pas te dire de publier des articles de blog strictement tous les jours. De toute façon, le rythme, tu le tiendras pas. Ce qui va compter surtout aussi pour le SEO, c'est la récurrence de contenu. Si tu publies toutes les semaines pendant 6 mois et d'un seul coup tu ne fais plus rien, Google il va juste t'oublier. C'est vraiment une récurrence plutôt à maintenir. Et donc déjà savoir toi à quel point tu es en capacité de produire. Pour autant, publier une fois toutes les 3 semaines, Google va aussi pour autant vraiment t'oublier pour le coup. Moi je dirais
Et encore une fois, quand la technique est suffisamment optimisée, quand tu as été formé, c'est de venir essayer d'écrire au moins un article de blog par semaine. C'est aussi derrière qu'il y a tout un enjeu, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, une personne qui veut se lancer sur le SEO, peut-être qu'elle a fait du SIA, peut-être qu'elle fait du CRM, et en fait, il y a des canaux qui sont... c'est du résultat immédiat, mais le SEO, c'est aussi des choses où le résultat, ça va mettre un peu de temps à voir concrètement le résultat et la conversion qu'il y a derrière. Il y en a qui disent que ça prend 1 an, il y en a qui disent que ça prend 6 mois. En réalité, ça dépend encore une fois aussi des efforts qu'on y met derrière. Mais moi, je me dis que quand tu veux réimbriquer tout ton marketing, ce qui est vraiment important, c'est de maintenir au moins ce rythme à un article de blog semaine, si il respecte effectivement les normes SEO. Ok, oui. Et effectivement, comme tu dis, le fait que les résultats soient différés, ça donne parfois moins envie de s'y intéresser. C'est peut-être ça aussi le problème du SEO. Et il y a une autre chose qu'on a pu voir avec tous les articles rédigés par IA, c'est quand tu as des sites qui se publient, mettons, une fois par semaine et qui se mettent à patater limite 10 articles par jour. Là, en fait, tu voyais que tout n'était pas indexé parce que de toute façon, ils cramaient leur budget de crawl. Donc, en fait, ça ne servait à rien. Donc, tu as aussi ce juste milieu de il ne faut pas non plus trop publier. Sinon, c'est aussi un flag comme quoi, tiens, ils publient beaucoup de contenu avec une valeur qui est un peu plus limitée. Bon, est-ce que c'est un site qui est intéressant et que Google a envie de montrer plus souvent aux utilisateurs? Pas sûr. Et je rebondis juste sur un autre point sur la difficulté et les résultats. Il y a aussi la notion de concurrence, j'imagine, qui joue aussi parce que ça dépend. Si on est sur des requêtes ultra ciblées par des mecs qui investissent énormément en SEO, genre si tu veux te référencer sur ordinateur portable, ben, bon courage parce qu'il y a LDLC, Matériel.net, Amazon et autres qui trustent les positions. Donc, bon courage pour arriver avec des ressources potentiellement plus limitées qu'eux sur ce genre de requêtes. Par contre, si tu veux te positionner sur, je sais pas, roulement à billes en laiton de 12 par 25 et qu'il n'y a que 3 entreprises en France qui produisent ça, ça devrait être plus facile. Donc il y a cette notion aussi de concurrence qui est à prendre en compte, un peu comme la keyword difficulty que tu peux avoir sur un outil comme SEMrush, ça te donne une indication quand même à ce niveau-là, ou sur la partie ads, sur la concurrence finalement. Ouais, il y a aussi cette notion-là, effectivement, parce que la concurrence, puis aussi c'est aussi voir à quel point la concurrence se publie fréquemment. Après, l'idée, c'est pas de faire comme ses concurrents, ça, je trouve ça totalement inutile. C'est vraiment d'avoir sa propre stratégie et se développer aussi comme on l'entend. Parce que finalement, si on se rend compte qu'il y a peu de personnes qui se sont positionnées et que toi, t'es prêt à dégainer et de publier, c'est aussi là où t'as un avantage concurrentiel qui va être à jouer. Il y a un autre truc sur lequel je voulais revenir, c'est vrai qu'on parle du SEO en termes de position, et tu mentionnais par contre que déjà il faut que ta page elle soit indexée. En fait, il faut savoir aussi que déjà le SEO c'est un résultat sur un moteur de recherche. Donc si le résultat est sur un moteur de recherche, ça veut dire que la page elle est indexée. Il y a déjà la première étape de se faire indexer parce que toutes les pages ne sont pas retrouvables sur un moteur de recherche à l'heure d'aujourd'hui. Et effectivement, c'est aussi sur ça que Google va te donner un budget crawl. Forcément que Amazon n'a pas le même budget crawl sur ses pages que toi si tu es un petit artisan très local de la région lilloise. Et donc c'est aussi à toi de donner un bon indicateur et de pas trop cramer ton budget crawl, parce que si tu as 5 pages tous les jours, ils sont visibles. Effectivement, si tu en écris 10 et que pour le peu que tu aies revu ta page de CGV ou ta page de contact, alors qu'il y avait des choses qui étaient déjà très bien faites, faut faire aussi attention et à regarder ses résultats. Ça, pour le coup, le nombre de pages indexées, on le voit via un outil qui est la Search Console, encore une fois un outil de Google, qui va te permettre de suivre aussi un petit peu ces étapes. Et on peut aussi un petit peu essayer d'aller forcer la chose. Faut pas le faire systématiquement non plus. Mais quand on écrit par exemple un article à hauteur de 1 par semaine, on peut dire à la search sur la Search Console, ok Google, il y a cette page-là, regarde, tu me dis qu'elle est indexable, je voudrais bien que tu l'indexes. Dans la pratique, ça peut se faire dans les débuts pour se donner un petit coup de pouce. Par la suite, il y a vraiment le budget crawl et qui va venir aussi Google va venir de plus fréquemment sur votre site pour venir lui-même indexer. Et c'est intéressant ce que tu dis sur la partie si j'ai modifié des pages, Google va les réindexer, donc elles vont consommer du budget de crawl effectivement, mais ça fait lien avec la question suivante qui était justement à quelle fréquence faut-il modifier ces contenus déjà existants, et déjà pré-question, faut-il modifier les contenus existants?
Alors oui, ça, il faut modifier son contenu qui est existant, mais surtout s'il y a une pertinence pour l'utilisateur à ce que ce contenu soit modifié. Je te prends un exemple. Là, on va dire que cette semaine, c'est de porter une chemise kaki qui était à la mode. C'est un effet de mode peut-être sur le mois de juillet. Si d'un seul coup, au mois d'octobre, c'est de porter une chemise orange, tu vas pas dire que la couleur de l'année, c'était le kaki, quand là, c'est devenu le orange. Donc tu vas peut-être un petit peu réadapter ton contenu et le modifier pour faire en sorte que quand tu regardes ça en octobre, tu fasses bien la bonne recommandation en termes à l'utilisateur. Enfin, c'est juste en fait pour de la pertinence. Parce qu'on va se dire, bah non, en fait, si tu dis que le dernier iPhone, c'est l'iPhone 12, il y a quelques iPhones qui sont sortis depuis, quoi. Donc on se dit, ah, mais en fait, ton site, il est totalement obsolète et t'as même plus envie d'acheter. Et ça, c'est aussi des choses qui sont vachement minimisées. C'est qu'on se rend pas compte qu'on met énormément d'efforts à faire du nouveau contenu, mais on oublie un peu ses anciens contenus. Et moi, j'aime bien faire le parallèle avec finalement les relations clients. Des fois, on met beaucoup d'efforts à acquérir des nouveaux clients et peut-être un peu moins à les maintenir, à maintenir la relation client. En fait, les articles de blog, ça va être strictement la même chose. Oui, il faut travailler l'acquisition de nouveaux contenus, mais il faut aussi optimiser son contenu existant, aussi parce que tu vas faire aussi des liens entre tes articles. Il y a plein de choses où d'un seul coup tu parlais de chemise et tu peux dire ah, et si vous voulez regarder, il y a un article sur quelles sont les baskets en ce moment à la mode, tu peux renvoyer vers un lien qui va parler des baskets. Et donc c'est de faire tout ce maillage là, et ça aussi, ça va permettre à Google, quand il vient sur ton site, de plus facilement venir regarder toutes tes pages et de les trouver. Surtout quand tu as des soucis sur la sitemap, qui est la page plomb qui dit à Google ok Google, regarde, il y a ça qui est déclaré, toutes mes pages sont là. Parce que Google peut aussi faire le chemin de dire ok, bah, la chemise, je vais aux chaussures, je reviens aux montres et aux t-shirts, etc., etc. Et il vient regarder aussi. Parce qu'il va voir aussi, c'est que si tu fais des liens entre tes articles, c'est que tes articles sont vraiment importants, ils sont vraiment pertinents. Et le dernier truc, c'est qu'il y a quand même aussi un réel intérêt à ce que toi, si la personne elle est en train de lire un article sur les chemises, toi tu es en train de vendre une chemise, mais tu te rends compte que l'utilisateur pour l'instant il est toujours pas convaincu, il va aller cliquer sur l'article qui va parler des chaussures et peut-être que c'est là, grâce à ça, qu'il y aura un achat. Donc c'est aussi de se dire, on veut maintenir l'utilisateur sur son site. Ok, top, c'est beaucoup plus clair. Donc on ne laisse pas péricliter son contenu, on le modifie régulièrement, on montre à Google qu'il est vivant, on le met à jour et limite c'est mieux parce que comme ça il a et l'ancienneté et la fraîcheur, un peu le meilleur des deux mondes, donc c'est canon. C'était la dernière question pour aujourd'hui. Merci beaucoup Alexia. Merci à toi Maxence. Si vous voulez en savoir plus sur le SEO, nous avons une formation sur Mavericks Marketing. Le lien est dans la description. On va continuer tout au long de l'année les sessions Q&A aussi sur le SEO avec Maxence. Il y a d'autres playlists, notamment sur l'emailing, Google Ads, Meta Ads, mais aussi surtout on va rester aussi sur le contenu SEO. Alors si vous aimez ce contenu et que vous avez des questions, s'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous et commentez avec vos prochaines questions. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et sur l'écran de fin, vous retrouvez la playlist dédiée aux questions-réponses sur le SEO.